Je suis Kevin Charras, je suis le directeur du Living Lab Vieillissement et Vulnérabilité, psychologue de formation. J'ai beaucoup travaillé sur la maladie d'Alzheimer, l'architecture, les interventions non médicamenteuses pour les personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer. Et j'ai fait une thèse sur l'architecture et les personnes qui sont atteintes de démence. En fait, le projet de Living Lab, il est venu de par plusieurs constats. En fait, il est venu sur des constats de personnes qui m'ont appelé, tout simplement, pour me demander mon avis sur un produit ou un autre, souvent des directeurs d'EHPAD, souvent des soignants, ou alors des opérateurs de groupes de maisons de retraite qui étaient désireux d'avoir un peu plus de connaissances, un peu plus d'informations sur différents types de produits qui pouvaient exister sur le marché pour accompagner soit les personnes âgées, soit les personnes qui sont atteintes de maladies neuroévolutives. Et aussi du constat d'entrepreneurs qui venaient assez souvent me voir et qui me posaient à peu près les mêmes questions. C'est finalement, est-ce qu'aujourd'hui, avec une estampille de ma part, leurs produits se vendraient mieux? Et en fait, je leur expliquais que une estampille de ma part, elle ne valait pas grand-chose, tout comme l'estampille de la part d'un médecin ou d'un autre professionnel de santé. Ce qui avait aujourd'hui une valeur, c'était plutôt une valeur d'évaluation. Et de pouvoir vraiment évaluer leurs produits en des termes scientifiques, de telle manière à pouvoir mieux cerner les contours du produit, mieux cerner aussi les limites de l'action de leurs produits ou leur intervention ou leur technologie. Et pour pouvoir éventuellement en éprouver l'efficacité, en comprendre un peu le fonctionnement et avec des méthodes qui sont scientifiques en fait, qui sont soit des méthodes qualitatives, soit des méthodes quantitatives et qui permettent du coup de creuser un peu, d'aller développer leurs produits. Enfin voilà, tout ça en fonction en fait des problématiques qu'ils identifiaient sur leurs produits. Pour ça, l'idée, c'était de créer un Living Lab. En fait, ce qui nous a surtout intéressé dans le modèle Living Lab, c'était tout le côté de l'ancrage sur le terrain. C'est-à-dire qu'on ne partait pas d'un laboratoire ex nihilo dans lequel on allait tester des produits ou des interventions ou des services sur des personnes qu'on ferait venir ou quoi ou qu'est-ce. Notre objectif, nous, c'était vraiment d'interagir avec le terrain et d'être dans dans ce lien constant avec et les professionnels et les usagers, enfin les résidents pour le coup, quand on parle d'établissement, mais on ne s'interdit pas non plus d'aller au niveau du domicile et au niveau du sanitaire aussi. Donc vraiment tous les usagers qui allaient graviter autour d'un produit ou d'un service, qu'ils soient professionnels ou résidents ou patients, et de travailler en lien avec les chercheurs, les entrepreneurs, de créer une sorte de synergie en fait, entre toutes ces personnes-là, de telle manière à pouvoir mieux évaluer le produit et de pouvoir mieux percevoir finalement tous les regards différents qu'on pouvait avoir sur un produit. Et ça, sans forcément être seulement sur une perspective soit sociologique, soit médicale, soit psychologique, mais vraiment essayer de s'adapter aux problématiques de la personne et déterminer finalement quelle est la discipline qui serait la plus adaptée pour accompagner cette personne, ce produit, voilà, sur les différentes questions. Là, il y a une idée de commun, là. Il y a une idée de mise en commun des savoirs. Ouais. On n'est pas du tout dans on va vous proposer quelque chose. Ouais. On est dans on sait faire des choses, on sait évaluer des choses, on sait le côté estampille, mais c'est à vous de nous apporter vos idées, vos propositions. C'est à eux de nous dire où est-ce qu'ils en sont en fait, plus que leurs idées. C'est-à-dire que en fait ils vont. Alors on a des entrepreneurs qui ont des idées, et qui veulent développer des choses et qui nous posent forcément aussi des questions par rapport à notre avis sur chacune des questions qui se posent. Ça, effectivement, on peut apporter un avis, mais ça restera qu'un avis. Et finalement, cet avis-là, il faut aussi l'éprouver sur le terrain. On a beau être aussi expert qu'on soit, on n'a pas la science infuse. Et je pense que c'est difficile aujourd'hui d'affirmer une chose ou une autre par rapport à une expertise. Nos connaissances de la littérature scientifique, nos connaissances de la clinique, nos connaissances des personnes âgées, de tout ce terrain-là, en fait, d'une manière générale,
permettre d'orienter quand même. C'est-à-dire qu'on n'est pas non plus, on part pas non plus d'aucune base, et ça nous permet quand même de mieux orienter la personne et de mieux orienter les problématiques qui se présentent à nous. Mais c'est vrai que tout l'objectif là, c'est de se dire comment est-ce qu'on peut faire avancer les choses à travers les expériences de chacun, et comment est-ce qu'on peut vraiment les mettre à l'épreuve en fait du terrain. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est important. Après, il y a une autre chose qui est assez importante dans ce que vous dites, c'est toute la question de l'intérêt général qu'on peut avoir autour de cette question-là. Aujourd'hui, nous, c'est vrai que c'est une de nos un de nos chevals de bataille, c'est de se dire tout ce qu'on va tester, on va le mettre à disposition de tout le monde. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour tester quelque chose et le rendre tout simplement à l'entrepreneur. Là, l'objectif, c'est vraiment d'apporter des choses à la science. Et notre déontologie à nous, c'est de pouvoir aussi publier des résultats, quels qu'ils soient positifs ou qu'ils soient négatifs. Souvent, les résultats négatifs sont presque plus intéressants parce qu'ils nous permettent d'éviter un certain nombre d'erreurs aussi. Ils permettent à d'autres personnes d'éviter un certain nombre d'erreurs et ils permettent surtout de faire avancer aussi la science sur les différentes questions qu'on peut avoir autour du vieillissement, autour des produits qui vont permettre d'aider les personnes âgées à maintenir leur autonomie, à continuer à maintenir leur indépendance finalement tout au long de leur vie et sur une perspective qui est en continuité avec leur vie antérieure en fait. C'est aussi de comprendre un peu tous les facteurs qui vont éviter les ruptures qu'on va avoir dans notre parcours de vie, qui peuvent être dus à des problèmes de santé, qui peuvent être dus à des problèmes de société, des problèmes sociaux aussi. Et c'est de voir finalement comment est-ce qu'on peut continuer à vivre comme on le faisait avant, et surtout tel que l'on est en fait, avec notre pathologie, avec nos particularités. C'est se dire que forcément, passé un certain âge, on aura un pépin de santé à un moment donné, et que à cause d'un pépin de santé, on ne peut pas s'arrêter de vivre. Il faut qu'on continue à vivre, et c'est d'apporter un maximum d'outils pour que les personnes puissent s'adapter à ce problème de santé et vivre avec leur problème de santé. La condition qu'on pose aux personnes qui viennent nous solliciter, c'est de se dire si vous venez nous voir, nous, ce qu'on fera, et la condition qu'on donne, c'est qu'on publie. Et qu'on n'est pas dans une perspective où on va garder secret les résultats. Au contraire, on veut que les gens puissent en prendre connaissance. Après, s'il y a besoin d'un petit temps pour pouvoir développer un produit, etc., forcément, on comprend. Il n'y a pas non plus on ne peut pas être des ayatollahs non plus de ce genre de choses-là. Mais il faut bien comprendre que ce que l'on fait, ça doit intéresser tout le monde. Et ça doit rester dans une perspective d'intérêt général. Parmi les gens qui viennent nous voir pour pouvoir faire les choses, il y en a à peu près 2/3 qui adhèrent complètement à ça et qui le prennent comme étant quelque chose en disant ça assoira la légitimité de notre produit, ça assoira tout le caractère scientifique qu'on veut y mettre derrière. Et puis, du coup, ça devient presque un argument de vente, en fait, en disant non, nous, on le développe, on le teste avec des gens qui savent faire, avec des méthodologies qui sont rigoureuses. Et du coup, ça nous sert plus que ça nous dessert. Après, il y en a d'autres qui, très clairement, ne sont pas dans cette perspective-là et on ne peut pas leur jeter la pierre. C'est un choix aussi et qui préfèrent, du coup, s'éloigner un peu de ce système-là. Et non, ils prennent les poudres d'escampette, quoi. Ce qui est entendable, en fait, ce qui est tout à fait louable aussi. Et voilà, mais c'est vrai que c'est une des conditions qu'on pose. On sait que ça ne plaît pas à tout le monde, mais en même temps, il faut qu'on fasse des choses qui soient en phase avec notre déontologie d'une manière générale. Il y a un moment donné où un projet, effectivement, on va être plutôt sur un niveau d'acceptabilité du projet, sur une preuve de concept tout simplement, où effectivement on va pouvoir observer une certaine variabilité en fonction des terrains sur lesquels on l'implémente et sur lesquels on les met en œuvre. Ça, c'est une réalité, c'est quelque chose qu'on observe, mais pas que pour les produits, sur tout type d'études, sur des processus psychologiques, sociaux, comportementaux. Voilà, on voit bien que selon le terrain sur lequel on est, selon l'environnement dans lequel on est, on va avoir des variations. Maintenant, arriver à une certaine étape de validation, notre objectif, c'est quand même de minimiser en fait ces variations. Et on peut se dire qu'à un moment donné, dans l'évaluation, à un moment donné, dans la confection, dans la conception du produit, on va arriver à une certaine stabilité, et on va arriver à ne pas forcément trop varier selon les environnements dans lesquels on est. Après, il est possible aussi que certaines interventions, certains produits
varie quoi qu'il en soit. Et là, je pense que c'est aussi au concepteur de prendre en compte, c'est comment maîtriser ces variations ou comment en jouer de telle manière à mettre en œuvre le produit, l'intervention, le service sur le terrain et à l'adapter au terrain. Enfin, typiquement, quand on parle d'architecture, par exemple, l'architecture, c'est plutôt un bon exemple de produit, si on peut appeler ça, qui va varier selon les cultures. On ne va pas avoir la même architecture selon qu'on est dans le nord, selon qu'on est dans le sud, parce qu'on va plus ou moins vivre dedans ou à l'extérieur, parce qu'on n'a tout simplement pas les mêmes racines culturelles et qui font qu'on ne va pas aborder la maison, la progression dans la maison de la même manière. Ça marche pour l'architecture, ça marche pour le paysage aussi, tout simplement. On va essayer d'avoir des arbres de la végétation qui est locale et on va essayer d'éviter d'inventer des végétations qui viennent d'ailleurs, qui sont exotiques. Ça, c'est une des choses où typiquement, voilà, on va pouvoir observer une certaine variation. Il y a des interventions aussi sociales ou psychosociales qui vont se baser sur la relation à l'individu. Des interventions aussi qui vont se baser sur l'alimentation, qui forcément auront un impact au niveau culturel. On ne va pas manger la même chose selon qu'on est en Bretagne, selon qu'on est à Lille. Et là, typiquement, aussi, on va essayer de faire attention à ce genre de choses-là. Non, par exemple, oui, l'exercice physique, tout simplement. Ça, c'est quelque chose où effectivement, on va être beaucoup moins dans une variabilité culturelle, environnementale, dans le sens où qu'on court ou qu'on marche dans un endroit ou dans un autre, ça n'aura pas beaucoup de différence, en fait, si ce n'est éventuellement le terrain sur lequel on marche ou sur lequel on court, dans lequel on fait la gymnastique, effectivement. Mais bon, voilà, ça reste des variations qui sont assez minimes. Mais en fait, notre projet, pour l'instant, il est financé en termes de fonctionnement par l'ARS Bretagne. Donc ça, c'est quelque chose qui est assez important de souligner, parce que sans ce financement-là, on n'aurait pas pu vraiment monter les bases de ce Living Lab-là. Donc on a ce financement-là pour quelques années, l'objectif étant qu'on puisse, nous, devenir autonomes financièrement. Notre objectif, nous, c'est de pouvoir fournir des prestations, soit pour des études qui émaneraient du CHU, soit pour des études qui émaneraient d'entrepreneurs qui nous solliciteraient pour mettre en place une méthodologie d'études, soit tout simplement par les acteurs de terrain qui souhaiteraient qu'on les aide à évaluer leurs propres initiatives, ou qu'on les aide à se développer ou à évaluer leurs initiatives d'une manière générale. Donc voilà, on se base vraiment là-dessus. Il faut savoir que notre particularité, on est quand même sur un Living Lab qui repose sur aujourd'hui plus de 75 établissements donc qui ont accepté de nous aider, qui ont accepté de participer à notre aventure, à qui on propose différents types d'interventions. Certains se portent volontaires selon le type d'intervention qu'on propose, d'autres préfèrent attendre en fonction aussi de la vie qu'ils ont dans leur établissement. Et ce qui nous permet du coup d'avoir des terrains d'études assez facilement et qui mettent en situation réelle les produits ou les interventions qu'on souhaite tester. Je connais le milieu médico-social depuis pas mal de temps. Il y a quand même une grosse appétence de la part des acteurs du milieu médico-social en gérontologie sur tout ce qui est de l'expérimentation, de la recherche dans leur secteur, sachant qu'on est vraiment sur le parent pauvre du parent pauvre, hein, donc de la science à ce niveau-là, dans le sens où il y a très peu de choses qui se font autour de ça. Et donc forcément, il y a une vraie demande du terrain aussi de pouvoir évaluer, expérimenter avec eux, accompagner des initiatives de telle manière à mieux cerner ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas, et à mieux accompagner les personnes âgées, soit dans les établissements, soit à domicile, et améliorer leur bien-être au quotidien. Pas que ça aussi, c'est aussi améliorer les conditions de travail des professionnels qui interviennent. On parle beaucoup d'attractivité des métiers du grand âge. Je pense que ce genre de choses-là, ça peut vraiment y contribuer. On n'a pas fait ça seulement en se disant qu'on allait contribuer à l'attractivité du grand âge. C'est une opportunité qui est arrivée entre-temps, mais très clairement, ça fait partie de nos objectifs de travailler sur tout ce qui était organisation professionnelle, innovation organisationnelle, innovation professionnelle, innovation sociale d'une manière générale. Donc ça, c'est des choses qui étaient déjà très claires, qui historiquement, oui, qu'on pouvait observer.
Maintenant, c'est clair que la pandémie, elle a très nettement prononcé les carences qu'on pouvait avoir dans les établissements médico-sociaux. Elle a très clairement pointé du doigt le mal-être d'un certain nombre de professionnels aussi dans l'accompagnement des personnes âgées, la souffrance qu'ils pouvaient ressentir, et pointé du doigt du coup tout ce besoin d'innovation, de travail qu'on a à faire autour de leur activité pour pouvoir les aider au quotidien, dans leur quotidien, et pour pouvoir d'être une aide, une vraie force en fait par rapport à la pratique de soins et d'accompagnement qu'ils peuvent avoir avec les personnes âgées. On a eu un accueil qui était très favorable à notre dispositif. Les directeurs d'établissement nous ont vraiment accueillis à bras ouverts sur le territoire breton. On n'a pas essuyé un seul refus en fait, hein. Donc ça très nettement, je pense que c'est quelque chose qui a souligné. Ce qui a été aussi apprécié, c'est que ce soit une initiative qui émane du CHU et qui du coup aille vers les établissements et plus l'inverse. Et ça, c'est quelque chose typiquement où on nous l'a fait remarquer à plusieurs reprises qu'ils ont apprécié en tout cas que le CHU fasse un pas vers eux pour pouvoir les accompagner et pour pouvoir mieux comprendre ce qui se passe et ce qui se déroule sur le terrain. On a effectivement un site internet sur lequel on a vraiment présenté le Living Lab, les différents projets. C'est un site vitrine, hein, très clairement. On peut nous contacter aussi à travers ce site-là. Donc il y a une page où il y a les contacts. Ça explique ce que c'est qu'un Living Lab déjà, parce que c'est pas forcément ça. Déjà, on a beaucoup de questions autour de qu'est-ce que vous faites et comment vous le faites. Et c'est vrai que ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a beaucoup de représentations différentes des Living Labs, et je ne suis pas le seul directeur de Living Lab et personnes qui travaillent dans un Living Lab qui remarquent ça, et je pense que tous mes collaborateurs, tous mes collègues en tout cas qui travaillent dans des Living Labs rencontrent à peu près la même question de façon assez quotidienne. Il y a beaucoup d'explications à avoir par rapport à ce que c'est qu'un Living Lab. Le fait qu'on est vraiment dans une structure qui va être coparticipative, collaborative, dans laquelle on va créer des synergies entre les différents acteurs autour de la recherche, qu'on va avancer de front. On est vraiment dans un côté transdisciplinaire, pas que interdisciplinaire, mais transdisciplinaire, c'est-à-dire qu'on va avancer de front sur des sujets qui sont communs, et avec différentes disciplines, et avec différents regards. Et donc ça, je pense que c'est des choses qui, typiquement, questionnent un peu les personnes. Après, d'avoir un projet, il faut passer un coup de fil, il faut nous contacter. On regarde un peu, on essaie de voir un peu avec le porteur de projet les contours de son projet, les problématiques qu'il a identifiées, si nous-mêmes on peut en identifier d'autres et qu'on peut éventuellement l'orienter. Et aussi toute la question du financement de ce qu'il va faire, parce qu'on n'est pas un service public aujourd'hui. Notre objectif, c'est de pouvoir les accompagner, mais après, il y a toutes ces questions du financement. Et malheureusement, cette question du financement, elle est un peu trop souvent mise de côté quand on établit les budgets, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas forcément la question de est-ce qu'il faut évaluer ou est-ce qu'il faut tester notre dispositif. Alors quand on arrive dans le milieu médical, le milieu sanitaire, le milieu médico-social, il y a forcément un besoin d'évaluation, et c'est la première question que posent les médecins, les directeurs d'établissement, les infirmiers, les aides-soignants, c'est est-ce que le dispositif a été évalué et par qui il a été évalué et quels sont les bénéfices qu'on observe. Et je pense que c'est un peu aujourd'hui la question principale qu'on peut nous poser. Et donc du coup, soit on a des financements qui nous permettent de le mettre en œuvre directement, et pourquoi pas, sur des fonds propres, ou alors sur des financements qu'on a été chercher avec soit un partenaire, soit un mécène. Soit on va essayer de cibler des appels à projets qui nous permettent de répondre ensemble à un appel à projet pour développer le produit, l'intervention ou le service du porteur de projet qui vient nous rencontrer. En France, on a plusieurs à travailler dans cette perspective-là. Je pense qu'aujourd'hui, on a vraiment des territoires dans lesquels il y a des entrepreneurs. Ce qui est important sur chaque territoire, et on le voit bien qu'on soit en Occitanie, qu'on soit en Bretagne, qu'on soit en Nouvelle-Aquitaine, bref, en région parisienne, sur la région nord, on a des entrepreneurs qui sont actifs. Et aujourd'hui, notre objectif, nous, c'est pas tant de dire on va faire ci ou on va faire ça et il faut le cacher aux autres. Non, c'est de soutenir les entrepreneurs qui sont sur notre territoire.
c'est faire voir comment est-ce que ces entrepreneurs-là peuvent développer leurs solutions et c'est contribuer aussi à la dynamique du territoire au niveau de l'entrepreneuriat et de telle manière à pouvoir nous aussi contribuer non seulement à cette dynamique-là, mais faire en sorte qu'elle soit le plus adaptée possible aux besoins et à la demande des personnes âgées et des professionnels du grand âge. Il y a la place pour tout le monde aujourd'hui. On n'est pas forcément exactement non plus sur les mêmes créneaux. On a des compétences parfois qui diffèrent quand même un petit peu. Il y a des Living Labs qui sont vraiment partis sur des spécificités, que ce soit les technologies, que ce soit sur l'habitat, ce genre de choses-là. Il y a des spécificités. Après, chacun des Living Labs est libre de travailler comme il l'entend. Et je pense que d'une manière générale, il y a une bonne entente en tout cas sur ces différents projets-là. Ensuite, moi, ce que je pense, et c'est ce à quoi je suis en train d'essayer de réfléchir actuellement, et ce à quoi j'ai déjà partagé mes réflexions avec d'autres Living Labs, c'est qu'on devrait pouvoir aujourd'hui, ce serait bien en tout cas de pouvoir monter un réseau de ces Living Labs-là, et de pouvoir discuter ensemble de problématiques qui sont récurrentes. Ce qui nous ferait à nous aussi gagner un certain temps. Parce qu'en fait, ce dont on se rend compte, c'est qu'on a des entrepreneurs, on a des modes. C'est-à-dire qu'il y a des entrepreneurs qui vont faire à peu près la même chose sur les différents territoires et qui vont arriver avec à peu près les mêmes problématiques. Et je pense que ça nous ferait gagner du temps déjà de pouvoir soit mutualiser un certain nombre de ces expérimentations-là, soit travailler sur des thématiques différentes et qui soient complémentaires. Mais pour ça, il faut qu'on puisse communiquer, il faut qu'on puisse établir un cadre dans lequel on communique. On a aujourd'hui une communication qui est informelle, mais qui est trop informelle encore pour pouvoir bien se coordonner et pour pouvoir mener des études de front et qui puissent servir, dont on puisse se servir mutuellement en fait. Aujourd'hui, on ne peut pas fonctionner en tant que Living Lab en se disant je vais travailler sur un sujet et je vais surtout faire attention que les autres ne le sachent pas ou que c'est mon précaré. On sait pertinemment qu'on va travailler sur les mêmes sujets. Je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt dans cette démarche du coup de Living Lab, de co-conception, de collaboration, de se réunir. Il y a d'ailleurs un forum qui existe déjà en France, qui s'appelle le Forum des Living Labs en santé et autonomie, qui cherche déjà un peu à mutualiser en fait toutes ces connaissances et tous ces Living Labs-là. Après, qui n'est pas forcément spécialisé en gérontologie, par contre. Alors, à l'international, en fait, on a quand même des Living Labs qui ont des fonctionnements différents. Donc, je sais que le fait qu'on se base sur un réseau d'établissements, ce n'est pas quelque chose qu'on retrouve dans les autres Living Labs en France. Donc ça, c'est un fonctionnement qui est quand même très particulier, qui est vraiment particulier au Living Lab vieillissement et vulnérabilité. Et c'est un fonctionnement qu'on va retrouver dans d'autres Living Labs, notamment le Living Lab de Maastricht, qui s'appelle le Living Lab dans les unités de soins longue durée. Pas les unités de soins, excusez-moi. C'est long-term care, Aging and Long-Term Care Living Lab en fait. Donc ce Living Lab à Maastricht, il fonctionne un peu comme le nôtre. On a un autre Living Lab avec lequel on est en lien au Danemark aussi, qui a un fonctionnement qui est à peu près identique au nôtre. Et c'est vrai que cette manière de travailler directement en lien avec les établissements, de travailler sur leurs problématiques, de répondre aussi aux problématiques qu'ils nous proposent, en fait, n'est pas forcément partagée par tous les autres Living Labs. On travaille de manière un peu différente quand même par rapport à ça, toujours sur une méthodologie qui reste à peu près la même par contre. Et on sent la même dynamique, indépendamment des préoccupations communes et de ce genre de choses, on sent la même dynamique un peu partout en Europe ou pas du tout? C'est assez culturel quand même tout ça. De quoi cette idée justement de partage des expériences, de mise en commun. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que les Living Labs en Europe fleurissent, en Amérique du Nord sont inexistants. Ce n'est pas un dispositif qui existe en Amérique du Nord, et j'ai plusieurs contacts en Amérique du Nord avec lesquels je travaille, qui, quand je leur ai exposé ce dispositif-là, m'ont regardé avec des yeux ronds en me disant « Tiens, on ne connaît pas, et qu'est-ce que c'est ?» Et quand on commence à regarder, effectivement, on se rend compte qu'en Europe, il y a des Living Labs, il y a un mouvement européen des Living Labs, avec vraiment un réseau européen des Living Labs qui s'appelle ENOL, et c'est European Network of Living Labs, il me semble. Et sur lesquels, effectivement, on a cette tendance à vouloir expérimenter, et de façon pragmatique et de façon scientifique, des produits, des interventions pour différents types d'usagers.
Après, des Living Labs, ça se décline dans plein de choses différentes. Ça peut se décliner à l'échelle d'une ville, ça peut se décliner à l'échelle d'un territoire, ça peut se décliner sur un laboratoire, un showroom ou un appartement test, ça peut se décliner pour des problématiques diverses et variées, que ce soit le vieillissement, la santé, que ce soit les technologies, que ce soit la domotique du domicile. Toutes ces choses-là qui vont avoir besoin d'être testées en fait, sur le terrain, qui vont avoir besoin d'avoir du réel et la taille réelle et l'ancrage du réel pour pouvoir accéder à des résultats qui soient probants par rapport à un domaine ou à un autre. Alors, est-ce que ce n'est pas lié justement au financement européen qui c'est quand même donne un peu l'habitude? C'est peut-être lié au financement européen et je pense que surtout c'est un modèle de recherche qui est un petit peu original aussi par rapport au modèle académique pur. C'est-à-dire que là, on est vraiment en lien avec le terrain. La recherche de terrain, la recherche appliquée, elle a toujours été un peu considérée comme étant moins rigoureuse, moins robuste que la recherche en laboratoire. Et pour cause, parce qu'on ne maîtrise pas toutes les variables et on ne contrôle pas toutes les variables. Du coup, on peut se faire regarder aussi d'un œil un peu de personnes qui trouvent que ce qu'on fait, c'est moins sérieux que ce que l'on pourrait faire en laboratoire, parce que justement, on ne contrôle pas tous les paramètres. On n'est clairement pas sur la recherche fondamentale. On est vraiment sur de la recherche appliquée. Et je pense que c'est aussi une nouvelle manière de concevoir la recherche, en tout cas qui correspond quand même un peu plus au modèle anglo-saxon, en tout cas, ou qu'on peut trouver dans d'autres pays d'Europe, qui ne correspond pas tellement aujourd'hui au modèle de recherche français, mais je pense que ça peut être des bons pilotes justement pour voir un peu comment est-ce qu'on peut faire évoluer ce modèle de recherche et ce modèle de financement de la recherche aussi au niveau français et faire participer le privé dans le public toujours en ayant une certaine déontologie, c'est-à-dire ne pas être forcément dans un conflit d'intérêts et bien montrer aussi au domaine privé que cette déontologie dans la démarche de recherche, cette éthique en fait, cette charte éthique qu'on a dans les démarches de recherche qu'on veut avoir en disant qu'on veut être transparent et qu'on veut aller chercher des problématiques qui nous paraissent fondamentales par rapport à une recherche ou une autre, ça nous permet aussi d'éduquer la sphère privée, tous les partenaires privés en fait, qui voudraient participer à ça. Et du coup, un peu de dédiaboliser les craintes qu'on pourrait avoir à faire des partenariats publics-privés sur ce genre de choses-là. Ça nécessite du coup une certaine ouverture aussi par rapport aux problématiques qu'on peut rencontrer dans le privé, qui sont des problématiques qui sont parfois très très terre à terre, qui sont des problématiques de trésorerie, des problématiques de financement, qui sont des problématiques aussi qui sont liées à la rapidité aussi des données. Alors c'est vrai que la recherche ça prend du temps, c'est pas quelque chose qu'on fait en 6 mois. Et par conséquent aussi, c'est faire entendre au domaine privé que quand on veut mener une recherche, parfois il faut 1 an, 2 ans pour bien la mettre en œuvre, pour récolter les données de façon rigoureuse, robuste. Et ça nécessite quand même une éducation aussi à ce niveau-là, pour entendre qu'on ne peut pas faire une recherche sérieuse, robuste en 1 semaine et espérer qu'on puisse montrer des résultats scientifiques probants en fait. On a des comités de protection des personnes aussi qu'on doit respecter. On a des comités éthiques que l'on fait intervenir dans nos différentes recherches. Voilà, on ne fait pas ça juste au dos mouillé en se disant qu'on va interroger telle personne ou telle personne. Non, il y a quand même une rigueur à avoir par rapport à ça. Et il y a beaucoup de précautions à avoir dès lors qu'on implique la personne humaine dans une recherche, en fait, quelle que soit la nature de la recherche. C'est pas rare d'avoir des gens qui vont regarder ces choses-là en disant bon, c'est des résultats, mais quand même, on n'est pas dans quelque chose qui est complètement contrôlé. Moi, j'ai presque envie de dire, oui, mais c'est la vraie vie, en fait. Et on teste les choses en vraie vie, et par conséquent, on est plus susceptible d'avoir des vrais résultats par rapport à ça. Parce qu'on va voir toutes les vraies interférences aussi par rapport à un dispositif ou un autre. Et que par conséquent, moi, ça me posait forcément la question de me dire, oui, c'est peut-être des résultats qui sont plus vrais que ceux qu'on trouverait en laboratoire. Après, il ne faut pas oublier qu'en laboratoire, on va contrôler tous les paramètres justement pour avoir le résultat pur, le phénomène pur qui va se dérouler. Et ça aussi, c'est quand même très très intéressant. Et nous, forcément, on se nourrit aussi de ces recherches-là. On va les chercher parce que c'est une vraie source d'information. Finalement, il y a quand même pas mal d'interactions qu'on peut avoir avec différents chercheurs.
Je pense qu'il y a une plus grande ouverture aussi par rapport à tout ça. Après, ça dépend du domaine dans lequel on est aussi, effectivement, quoi. C'est clair que dans les sciences cognitives, qui sont assez rigoureuses quand même et qui vont chercher des phénomènes qui sont assez pointus au niveau cognitif, oui, effectivement, ça pourrait ne pas paraître tout à fait suffisamment rigoureux, robuste en tout cas, pour en tirer des conclusions. Maintenant, je pense qu'aujourd'hui, il y a aussi une vraie prise de conscience que les phénomènes qu'on observe sur le terrain, dans la réalité, sont aussi des indicateurs de ce que l'on peut trouver dans un phénomène fondamental, quoi, en fait.